Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des encreurs en général et chez Marvel en particulier. Les encreurs, c'est qui, c'est quoi? Une définition très basique serait de dire que les encreurs sont des artistes qui utilisent de l'encre de Chine pour compléter des crayonnés faits par d'autres artistes. Les BD aux USA sont faites d'une façon très différente de celles faites en Europe ou au Japon. Aux USA, il y a un artiste qui fait des crayonnés, un artiste qui les encre, un artiste qui fait le lettrage, et un dernier artiste qui fait la mise en couleur, généralement dans cet ordre. Parfois, l'ancrage est fait après le lettrage, ça dépend. Le but de ce système est d'aller très vite en utilisant des spécialistes pour chaque partie de la production d'une bande dessinée. Au lieu d'utiliser un seul artiste, qui sera peut-être très bon dans une branche, mais moyen, voire pire dans les autres. Et au cas où l'un des artistes n'est pas disponible pour une raison ou une autre, maladie, raison familiale, etc., cela permet de pouvoir quand même sortir la BD sans retard. On pourrait donc penser qu'un encreur se contente de repasser sur des crayonnés avec une plume ou un pinceau, ou avec les deux. You go over what he draws with a pen, all right? That's tracing. Not really. Ça serait le rôle théorique d'un encreur. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas possible. Car le travail d'un encreur dépend complètement de la qualité des crayonnés qui lui sont fournis. L'état des crayonnés, quant à lui, est plus ou moins complet selon le temps que le dessinateur a pu passer dessus, et suivant si le dessinateur est rapide ou pas. Il faut savoir que plus un dessinateur dessine de pages, plus il gagne d'argent. De la même façon, plus un encreur encre de pages, plus il gagne d'argent. Le ratio est plus ou moins de on dessine une page par jour et on encre 2 à 3 pages par jour. Bien sûr, d'autres artistes sont beaucoup plus rapides que ça. Jack Kirby, Sal Buscema, John Byrne, pour ne citer que quelques-uns, avaient l'habitude de dessiner 5 pages par jour. Afin de gagner plus d'argent, certains dessinateurs se reposent sur les encreurs pour finaliser leurs pages, en ne fournissant que des breakdowns, où les personnages sont réduits à l'état de silhouette. À charge pour l'encreur de non seulement dessiner l'éclairage sur le personnage principal, mais également tout le reste de la case, avec les personnages secondaires et le décor. À mes yeux, il s'agit ici non plus de repasser sur des crayonnés avec de l'encre de Chine, mais bien de création artistique. Et c'est pourquoi je trouve qu'un meilleur terme que encreur, qui est en fait un terme très réducteur, il faudrait utiliser embellisseur, car ces artistes apportent une plus-value aux pages crayonnées. Dans cette case, Terry Austin a décidé d'ajouter la silhouette des buildings à l'arrière-plan afin de faire ressortir Tornade et la Sentinelle au premier plan. Austin a créé le décor qui n'existait pas, et a donc fait le choix artistique d'ajouter quelque chose, d'embellir la case. Il existe différents types de crayonnés, plus ou moins poussés, et donc payés plus ou moins cher. Il y a les breakdowns, où les personnages sont réduits à leur contour, le dessinateur ajoutant généralement une note en marge pour indiquer qui est qui dans chaque case. Il y a ensuite les crayonnés tight, précis, où tous les personnages et le décor sont indiqués. Puis les crayonnés où tout est indiqué, y compris les ombres. Dans ce dernier cas, l'encreur doit quand même interpréter le dessin et décider quelle part du dessin doit être mise en avant afin de rendre l'action la plus lisible possible. Certains artistes, comme John Buscema, sont célèbres pour ne pas aimer ancrer leurs dessins eux-mêmes. Ils laissaient tout le temps un autre artiste ancrer leurs dessins. Encreur, c'est un métier. En fait, on conseille aux jeunes artistes de se tourner plus vers l'ancrage que vers les créations pures, le dessin pur, en partant du principe que si tu sais ancrer, tu auras toujours du travail. En tout cas, c'est ce que Klaus Johnson disait. On parle toujours des dessinateurs et rarement des encreurs quand on dit « j'aime tel dessinateur sur telle série ». Mais en ce qui me concerne, c'est une erreur. Bien sûr, le dessinateur décide du découpage de la planche et des différents angles de vue utilisés pour raconter l'histoire. Mais c'est le travail de finalisation de l'encreur qui va faire qu'on aime ou pas tel dessinateur sur telle série. John Byrne sans Terry Austin, John Romita Jr. sans Bob Layton, Frank Miller sans Klaus Johnson, ou John Buscema sans Tom Palmer, ce n'est tout simplement plus la même chose. De la même façon que j'aime généralement les débuts des dessinateurs et pas forcément leur évolution, par exemple John Byrne ou Frank Miller, j'aime certains encreurs à leur début, Tom Palmer, Klaus Johnson, et pas forcément après plusieurs années de travail. Les encreurs sont tous des dessinateurs à la base. C'est logique, il faut qu'ils puissent comprendre l'intention du dessinateur pour pouvoir l'interpréter et pour pouvoir l'ancrer de façon correcte. Généralement, les encreurs sont des dessinateurs qui travaillent lentement. C'est pourquoi
ils gagnent plus d'argent en étant encreurs qu'en étant dessinateurs. Donc, lorsqu'ils commencent leur métier d'encreur, ils ne sont pas sûrs d'eux, et ils respectent le travail du dessinateur qui a fait les crayonnés. Après, en prenant de l'assurance, leur style de dessinateur commence à percer sous l'ancrage, commence à prendre le dessus. Tom Palmer, à ses débuts sur Avengers, était très respectueux du style de John Buscema. Il a ancré ce qui est à mes yeux les plus belles pages de ce duo d'artistes. Ce qui n'est pas du tout le cas lorsque l'équipe se reformera quelques années plus tard sur la même série. Idem avec Klaus Johnson, que j'adore à ses débuts sur Gil Kane, et sur les 10 premiers épisodes de Frank Miller sur Daredevil. Ensuite, Miller va arrêter de fournir des crayonnés tight et va fournir des breakdowns. À charge pour Johnson de compléter ses dessins. Ce faisant, le visage des personnages féminins va complètement changer, ce que je déteste complètement, mais ce n'est que mon opinion. Et je sais que de très nombreux fans aiment ce look. En parlant de fans, ils sont nombreux à être d'accord. Le Hulk Annual 7 de John Byrne et Bob Layton, d'une part, et le Dark Knight Returns de Miller et Johnson, d'autre part, sont tous les deux des chefs-d'œuvre. En tout cas, ça c'est ce que les fans pensent. Les fans s'émerveillent, mais qu'en pensent les artistes? Eh bien, ils ne sont pas contents du tout de leur encreur respectif. Concernant l'annuel de Hulk, Byrne dira « Il m'est difficile d'expliquer verbalement pourquoi je n'aime pas l'ancrage de Bob Layton. Ça a l'air stupide, mais je suis physiquement malade quand je regarde ton travail. Vraiment. Tout a un rendu graisseux, visqueux. C'est comme ces trucs que vous achetez pour votre voiture, que vous accrochez à votre rétroviseur et qui pendouillent. Quand vous les touchez, ils ont ce côté graisseux. C'est à ça que le travail de Layton me fait penser. Et tous les hommes qu'il dessine sont des queers. Parenthèse. L'interview qu'il donne a été faite en 1980. Et avant qu'on taxe d'homophobie M. Byrne, je tiens à rappeler qu'il est le premier à avoir créé un personnage homosexuel, Vega de la division Alpha. Vega Northstar. Je laisse le mot anglais queer dans ma traduction pour éviter toute confusion. Fin de la parenthèse. Donc tous les hommes qu'il dessine sont des queers. Ils ont tous ces coupes de cheveux bouffantes, du mascara autour des yeux, et leurs lèvres supérieures ont une petite ombre dans le coin qui pour moi signifie rouge à lèvres. Même Hulk. Je ne lui pardonnerai jamais la façon dont il a dessiné le visage de Hulk dans l'annuel dans lequel nous avons travaillé ensemble. J'ai aimé beaucoup de choses, mais pas le visage de Hulk, ni celui d'Angel. Je me souviens de mon père regardant les reproductions des pages ancrées qui m'avaient été envoyées. Il y a une case où Angel a les poings sur les hanches et dit bonjour à quelqu'un. Et mon père me dit « Ce type est queer ». Non papa, il n'était pas queer dans mes dessins. En ce qui concerne Miller et Johnson sur Dark Knight Returns, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au troisième épisode. Miller décida de le réancrer et par la même occasion d'arrêter de travailler avec Johnson. Chacun a mis un peu d'eau dans son vin, et puis finalement, donc les 4 épisodes furent faits par Johnson et Miller, mais ça a été la fin de leur collaboration. Que s'est-il passé? D'après Johnson, nous nous sommes complètement brouillés, Frank et moi, sur Dark Knight Returns. La brouille est si importante que nous ne travaillerons plus jamais ensemble. Frank est mécontent de mon travail sur le 3e épisode. De mon propre aveu, ce n'est pas mon meilleur travail, mais ce n'est pas le pire non plus. Il semble que Miller ait surtout été mécontent du fait que Johnson ait utilisé un assistant. Donc, Johnson dessinait le personnage principal, enfin ancrait le personnage principal, et l'assistant ancrait les décors. Du point de vue de Miller, Johnson n'a pas accordé toute son attention au projet. Et c'est ce qu'il lui reproche en fait. Même si pour nous les fans, tout est beau, tout est magnifique, le monde des comics est vraiment impitoyable. Pour ceux que cela intéresse, il existe de très nombreux ouvrages sur l'ancrage. Comment ancrer des comic books. J'en possède un. Il explique l'importance de différencier le premier plan de l'arrière-plan, l'importance à apporter aux ombres afin de faire ressortir un personnage du décor, etc. etc. Également, quand utiliser un pinceau plutôt qu'une plume et inversement. Bref, ce sont des ouvrages très techniques et ils sont généralement faits par les grands noms d'ancrage. Il est captivant pour moi de voir comment le même dessin peut être interprété de façon relativement différente par différents encreurs, ce qui ouvre des possibilités quasiment infinies pour le rendu final. Je vais maintenant être plus spécifique et je vais vous présenter 2 encreurs diamétralement opposés, Dave Hunt et Vince Coletta. On commence avec Coletta. Coletta travaillait principalement durant les années 50 en tant que dessinateur de comics de romance, et ses visages féminins sont immédiatement reconnaissables. Il ajoute ainsi une note de glamour au dessin qu'il ancre, car il a rapidement arrêté de dessiner pour se consacrer à l'ancrage. Coletta est devenu populaire auprès des editors,
car il a rapidement reçu la réputation d'être capable d'ancrer très vite une montagne de pages en un temps très court, et de livrer un rendu professionnel. En tant qu'encreur, son run le plus fameux est celui où il a passé 6 ans sur Thor à ancrer Jack Kirby. Cependant, sa vitesse d'ancrage est en partie due au choix artistique qu'il fait, en décidant d'alléger certaines cases, en enlevant des parties du décor, et ou certains personnages secondaires. Cela ira jusqu'au point où Kirby lui cherchera un remplaçant. Il faut savoir que Kirby, venant d'un quartier pauvre de New York et ayant vécu dans la misère au début de sa vie, se refusait toujours à commenter le travail d'autres artistes sur ses pages, car il ne voulait pas priver un père de famille de son unique source de revenus. Mais il faut croire que Coletta aura été l'exception à la règle, et Kirby le fera remplacer par Mike Royer, qui travaillera sur les pages de Kirby, d'abord chez DC, puis chez Marvel. A noter que ce changement d'encreur ne fut pas du goût de tous les fans, qui réclamèrent le retour de Coletta à corps et à cri. Comme quoi, il avait ses admirateurs. Le style de Vince Coletta est aisément reconnaissable, car il dessine toujours les volumes avec des petits traits, et comme dit précédemment, il fait de très jolis visages féminins. On passe à Dave Hunt. Dave Hunt est un artiste qui travaillait en tant qu'encreur pour Marvel à partir des années 70. Il commença comme assistant d'illustres grands noms comme Mike Exposito, Frank Giacoia et Joe Sinnott, ancrant des dessinateurs célèbres comme Ross Andru sur Amazing Spider-Man. Hunt est surtout connu pour son run sur l'ancrage de John Byrne, sur Marvel Team Up, publié en France dans Special Strange. Après Marvel, Hunt est parti ancrer d'autres artistes chez DC, puis chez Disney. Il s'est ensuite consacré à la peinture. Hunt a un ancrage relativement fidèle de l'artiste qu'il ancre, même si son style rond donne un petit côté Dave Cockrum au dessin, ce qui n'est pas désagréable. Dave Hunt est très respecté pour la qualité des décors qu'il ancre. Cela vient en partie du fait qu'il a étudié comment faire des plans architecturaux dans sa jeunesse. C'est en lisant le livre qui retrace sa carrière que j'ai découvert qu'il y avait des artistes encreurs assistants, comme Hunt à ses débuts, font les décors alors que les encreurs principaux font les personnages. Donc quand vous avez deux noms au niveau de l'ancrage, dans les crédits, le premier c'est l'artiste principal qui s'occupe du personnage principal, et le second nom c'est l'artiste assistant qui lui s'occupe des décors. Voilà, à mon humble niveau, j'ai essayé de vous faire prendre conscience de l'importance du travail des encreurs, sans trop entrer dans le côté technique de cet art. Lug y a mis le temps, mais a finalement compris leur importance et les a présentés dans leur magazine vers la fin des années 80. À cette époque, Aredi ne le faisait pas, et Héritage, l'éditeur québécois, mettait ensemble, sous le label artiste, le dessinateur et l'encreur. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux valoriser cette corporation. Pour aller plus loin, je vous recommande des livres sur Vince Coletta et Dave Hunt. Merci de soutenir mon travail en mettant un pouce bleu, un commentaire, en partageant cette vidéo, en vous abonnant. Lisez plein de comics plus ou moins bien ancrés, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.